J'ai toujours en fait été attirée par l'archéologie depuis toute petite. Bon, étant plus scientifique que littéraire, j'ai fait des études de sciences naturelles, et puis j'ai pu poursuivre des cours en archéologie à Nantes. Et de fil en aiguille, bon, comme ça s'est bien passé, j'ai fait un DEA de géographie en aménagement du territoire pour pouvoir faire une thèse ensuite en palynologie. Les pollens peuvent se conserver des milliers, voire des millions d'années. Donc évidemment, il faut que le site s'y prête aussi, puisque bon, le pollen ne va pas se conserver dans tous les milieux. Évidemment, le plus intéressant, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement, c'est d'avoir une zone humide à proximité du site, donc notamment une tourbière. Alors le seul problème, c'est évidemment d'avoir la zone humide, mais qui soit contemporaine de l'occupation du site, et ça, on ne le sait pas à l'avance. Donc on fait le prélèvement, et des fois bon, on est déçu parce qu'effectivement on a des tourbières qui ne sont pas contemporaines du site archéologique malheureusement, mais quand c'est contemporain, ça donne de très bons résultats. Mais il ne faut pas non plus donc, négliger les prélèvements à l'intérieur des sites qui vont donner des précisions beaucoup plus locales. La zone humide aux alentours va nous restituer le paysage, on va dire, des alentours, le paysage régional, et les prélèvements à l'intérieur du site vont nous donner des informations beaucoup plus micro-locales ou locales, quoi. Sur le site, on va pouvoir resituer par exemple des zones de battage ou de stockage de céréales. Quand on fait des prélèvements dans les fossés, si le grenier ou la zone de stockage était proche de tel ou tel fossé, on le verra parce qu'on aura plus de céréales dans le fossé qui était à proximité que dans le fossé qui était à l'opposé. Donc ça peut servir à ce genre de réponse ponctuelle, bon, qui n'a rien à voir avec la reconstitution du paysage par contre. C'est une discipline, oui, il y a à la fois la phase terrain et la phase laboratoire, donc on n'est pas toujours derrière son microscope. On sort quand même pour aller faire ses prélèvements, on est au grand air, dans la nature, donc il y a cette phase-là. Et puis, donc ensuite, on a, je pense que ça rejoint un petit peu le travail de l'archéologue, lorsqu'on a fait tous les traitements, enfin les découpages, les traitements, lorsqu'on monte entre lame et lamelle le culot de centrifugation qui contient le pollen, eh bien c'est un peu comme une découverte archéologique. On regarde sous le microscope et on voit tout de suite les pollens apparaître, et avec un œil averti, on s'imagine tout de suite le paysage qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà. Déjà, est-ce qu'il y a du pollen ou pas? On peut très bien avoir des échantillons où il n'y a rien. Alors bon, là, c'est la déception. Mais quand on a des sites, vraiment des beaux carottages avec des pollens bien conservés, on a, rien qu'au premier coup d'œil, on voit tout de suite si on a une forêt, si on a un champ, si on a un paysage ouvert, un paysage fermé. On s'imagine tout de suite le paysage tel qu'il était à cette époque-là, et qui est évidemment bien souvent complètement différent de ce qu'on a vu lors du sondage. Donc le chêne. Ah bah là, une graminée, ici. Ah, par contre là, une céréale, ça c'est un hêtre, mais vu du dessus. Ah, un aulne là. À Forges-les-Eaux, donc en Seine-Maritime, on a pu reconstituer le paysage sur un peu plus de 3000 ans. Donc on voit très bien une évolution du paysage qui passe d'un couvert forestier assez, on va dire, assez important, avec pratiquement 80% d'arbres en cumulé, à ici 30%, donc vraiment une exploitation importante du couvert forestier. On a une petite diversification des cultures avec ici un grain de sarrasin, mais qui reste vraiment très anecdotique. En tout cas, le secteur n'est pas voué à des cultures céréalières. D'un point de vue climatique, là, ce qui est intéressant également de voir, c'est à partir de là, on a une courbe du tilleul à la base qui va en s'amenuisant, et le tilleul va être remplacé en fait par le hêtre. Ceci marque en fait le passage de deux phases climatiques, avec une augmentation de l'humidité en fait qui est plus favorable au développement du hêtre.
Donc sur ce diagramme, on a à la fois la partie dynamique végétale liée aux variations climatiques et dynamique végétale et anthropisation du milieu avec les différentes phases de défrichement, de déboisement du couvert forestier à des fins probablement d'activité paléométallurgique.